Claire. Donc, Claire, je présente Claire. Enfin, elle va se présenter elle-même. Donc, Claire, ça fait maintenant à peu près 6-7 ans que je la connais. On s'est connus sur les réseaux sociaux, justement, dans un réseau qui s'appelle typiquement féminin, qui s'appelle les Entrepreneuses qui déchirent. Voilà, qui a été créé par Céline Podolowski. Voilà, c'est un nom à rallonge, donc on l'appelle Céline Pod. Donc, il y avait pour vœu au départ justement d'échanger entre entrepreneurs et de se dire que tout va bien, que l'échec, c'est pas mauvais. Déjà, on était dans cette dynamique-là et que l'on apprend justement des difficultés que l'on peut rencontrer. Et puis aussi, c'est un réseau qui avait à destination des femmes leur indiquer, c'est pas parce que vous êtes maman, enfin entrepreneuse, c'est pas du tout un obstacle. Un obstacle, voilà, que d'être maman ou d'avoir les petits à côté, etc. Enfin, voilà. Et donc, nous nous sommes quand même rencontrés en vrai parce qu'à un moment donné, le virtuel, c'est une chose, mais j'ai besoin, moi, de rencontrer en vrai les personnes. Et du coup, depuis, Claire, on est toujours là en soutien, en contact, etc. Donc aujourd'hui, j'ai invité Claire parce que j'avais eu des questions dans vos remontées justement sur quelques conseils marketing pour développer une activité. Alors, Nicolas, il se présentera, enfin, je demanderai à Jean-Michel et Nicolas de se présenter aussi, mais Nicolas accompagne aussi dans le marketing des entreprises. Et du coup, voilà, c'est super parce que on va pouvoir échanger. Mais là, ce que je souhaitais, c'est que Claire nous donne des premières clés, en effet, sur le marketing, comment communiquer avec son entreprise. J'espère que je ne suis pas un peu dans le bazar dans ma façon de parler. On va commencer de façon organisée. Donc peut-être Est-ce que juste tu peux me donner la main pour que je puisse partager l'écran parce que moi j'ai fait une présentation. Alors, attends, juste avant, je vais demander donc à Nicolas et ensuite à Jean-Michel brièvement de se présenter. Et puis, Claire, ce sera à toi. Ça marche. Ok, je suis Nicolas Guerriot et je suis le responsable de l'incubateur de start-up de Brest Business School. Voilà. D'accord. Alors, pour ce qui me concerne, c'est le thème est-ce qu'on a envie de vieillir de 10 ans en 10 jours? Je pense que non. Et est-ce que c'est possible de faire marche arrière et de se réingénierer? Voilà, je suis dans les biotechnologies et donc passionné là-dessus. Il y a plein de choses à faire et en entrepreneur, en réseau, voilà. D'accord. Alors, nommé animateur. Moi, je vous préviens que comme on ne savait pas trop où aller, j'ai fait quelque chose d'assez générique. C'est ce que je souhaitais, oui, au départ. Et finalement, par rapport aux actions, mais je vous l'expliquerai après, et je pense que je vais essayer d'accélérer finalement la présentation pour en arriver au rebond, parce que du coup, Carole, tu m'as donné une idée. C'est vrai que j'avais oublié cette notion de rebond, et je pense que rebondir dans sa communication, ça peut être un très, très bon sujet. Donc, on va essayer de faire court sur la présentation générique que j'avais prévue pour passer le plus vite possible à cette notion de rebond qui, je pense, devrait peut-être intéresser tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. En principe, ça doit être bon. Hein. J'ai réussi à cliquer. Okay. Alors maintenant, est-ce que je peux arriver... Oups, pardon. Tac, tac, tac. Il est où? Elle est partie où, ma présentation? Nous, on la voit. Hein. Ah, vous la voyez. Mais on est déjà sur une slide sur la 11. Ah oui. Tac. Voilà, elle est là. Non, mais c'est que je voulais le passer en diaporama. Logiquement, vous devriez le voir en grand. Voilà, ouais, parfait. Super. Alors, du coup, je vais revenir à... C'est nickel. Voilà. Donc, j'ai pris le principe de comment communiquer en 2022 comme fil conducteur. Parce que finalement, quelles actions, qui était la première question posée, quelles actions faire pour avoir une communication efficace? Le problème, c'est que ça vient à une seule réponse qui est celle de il faut être ultra personnalisé. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire quand on est en conférence, puisqu'il faudrait prendre chaque situation, même si là, à 4, ce serait possible. Dans l'absolu, ce n'était pas possible dans l'idée. Donc, j'ai préféré prendre une thématique plus globale qui est comment communiquer en 2022.
Donc, ce que nous allons voir pour bien commencer, enfin, ce qu'il faut savoir pour bien commencer, c'est que donc la communication est seule mère de survie d'une entreprise, que sans communication, on n'existe pas ou plus, qu'effectivement, si on persévère, il n'y a aucune raison que ça ne paye pas. Oh, et il y a un petit bug, puisqu'il y a des... Voilà, ça ne paye pas, et donc on passe à la suite. Ce que nous allons voir dans ce webinaire, donc la première, qui je suis, c'est un moindre mal, comment communiquer, pourquoi. Warning sur communiquer, ça ne veut pas dire vendre, et ça, il faut se le rappeler. Sur quel support miser? Ah, en 2021, je ne l'ai pas changé, donc c'est en 2022. Et comment bien communiquer dans ce nouveau monde à l'ère digitale. Donc, qui suis-je? Même si Carole a fait la présentation plutôt sur comment on s'est rencontrés. Donc, moi, je suis Claire Négrier. Je suis passionnée de communication depuis mes 17 ans. Ça m'est tombé dessus. Un jour, j'étais en stage à l'hôpital dans le service communication et pouf, d'un seul coup, je me suis sentie sonner et je suis que c'était ce que je voulais faire pour des entreprises diverses, c'est-à-dire en gros une communicante à la carte. Je suis entrepreneur depuis 2010. J'ai accompagné plus d'une trentaine d'entreprises aujourd'hui, chaque année, pardon. Alors là, let's go. Comment communiquer? Pourquoi communiquer? C'est déjà le premier, une prise de conscience. Donc, pourquoi communiquer? La com, c'est nécessaire pour vivre et indispensable pour survivre. Ce principe-là, je pense qu'il s'est montré notamment avec notre fameuse crise de Covid, où on s'est rendu compte que ne pouvant plus venir dans les magasins de proximité, on n'existait plus. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, ont dû fermer ou en tout cas se réadapter vis-à-vis de tout ça. Donc, pour rester présent dans l'inconscient ou le conscient de notre audience, c'est important de rester visible et d'avoir du contact. Bien évidemment, pour développer sa notoriété et garder confiance, c'est la notion de crédibilité. Ensuite, créer ou garder le lien avec chacun, c'est aussi indispensable, comme on l'a vu, puisque c'est la personnalisation qui va faire que l'on va ressortir. Et enfin, également, la com est importante pour vendre, bien évidemment. Donc, warning, communiquer, ce n'est pas vendre. On fait trop souvent cette association et on dit toujours de le rapporter, et malheureusement, c'est le problématique même de la compétence, puisque quand on cherche à savoir l'efficacité de sa communication, on le rattache toujours aux ventes. Si une action n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y a pas eu de vente à la suite de l'action. Pourtant, communiquer, c'est bien au-delà de ça, puisque ça permet de garder le contact avec autrui, et c'est ce qu'il est important de garder en tête. Donc, toutes vos actions, elles ne doivent jamais avoir pour objectif, et ça, je pense que c'est un très bon argument vis-à-vis de la question qui était comment être efficace et communiquer de manière efficace, c'est de ne jamais penser à vendre, sauf quand on fait dans la communication promotionnelle sur un lancement produit ou sur un moment de solde, de réduction, là où on a clairement identifié la notion commerciale. Le reste du temps, la communication doit toujours répondre aux 3 objectifs de celle-ci, qui sont cognitifs, le fait de faire connaître votre entreprise, vos collaborateurs, vos services, vos produits. Affectif, alors contrairement à ce qu'on peut penser, l'objectif affectif, ce n'est pas de faire aimer les gens. La crédibilité est un objectif affectif. Comprendre que vous êtes réellement professionnel dans le domaine que vous présentez, c'est un objectif affectif que la communication et que votre communication doit régler. Pour pouvoir être convaincant, il faut être crédible. Pour pouvoir être crédible, il faut être connu. Donc on remonte progressivement et tous ces différents objectifs vont effectivement se répondre pour arriver au dernier, l'objectif conatif. Encore une fois, ce n'est pas un objectif commercial. Le but, ce n'est pas de vendre, c'est que la personne adhère à votre façon d'être, adhère à vos produits, peut-être pour qu'elle ait confiance. Alors ça a une notion affective, mais c'est aussi conatif parce que la personne fait le choix de vous accorder sa confiance et va peut-être être aussi réactive à ce que vous publiez à l'ère du numérique aujourd'hui en 2022, avec 2 années où vous n'avez pratiquement communiqué que sur les réseaux sociaux, puisqu'en local, ça restait compliqué. Le conatif, ça va être celui d'avoir un engagement auprès de votre communauté. C'est que ceux qui vous suivent vont effectivement mettre des likes, commentent, partagent éventuellement, même si le partage aujourd'hui n'est plus un objectif en soi, puisque plus personne ne partage bien souvent. L'idée, c'est quand même qu'ils soient réactifs vis-à-vis des stimulus que vous leur envoyez. Et l'objectif numéro 1, bien évidemment, c'est de garder et de développer ce fameux lien.
pour patienter ou créer le bon produit au bon moment. C'est ce que je vous expliquais. Juste, si je peux dire, c'est pas facile parce qu'on est nombreux et du coup, je trouve que c'est pas aussi simple que cela, que de donner, que de bien se faire connaître, enfin voilà, et de faire adhérer les personnes à ce qu'on est, etc. Parce qu'on n'est pas seul. Dans ce monde du virtuel, hein, je trouve. Tout à fait, mais on va y venir et c'est justement là où je vais vous parler du rebond. C'est pour ça que j'essaie d'accélérer un petit peu sur cela pour qu'on en arrive le plus vite possible au rebond et de pouvoir réajuster. Donc, il y a 3 notions dans la com de survie: faire patienter, développer son audience et répondre aux besoins précisément pour maximiser ses chances. Alors, ce dernier point, justement, répond un petit peu à ce que tu soulignes, Carole, c'est que je prends souvent cet exemple dans mes vidéos, puisque ça fait 5 ans que je fais des vidéos, 4 vidéos par semaine, alors 3 qui se retrouvent sur YouTube et 4 sur Facebook, dont la dernière, c'est le question-réponse. L'idée, c'est de faire patienter à la fois soi, mais également ses clients potentiels, parce que même s'ils vous font connaissance avec vous, ils ne vont pas vous acheter tout de suite. Je prends toujours, et c'est là où je voulais en venir vis-à-vis de mes lives, cet exemple de vous êtes dans la rue, puis d'un seul coup, il y a une personne qui traverse la route, qui vous saute dessus et qui dit « Achète mes chaussettes, regarde mes chaussettes comme comme elles sont belles. » On va se sentir agressé, on va partir. C'est un peu le principe des colporteurs, des vendeurs à la sauvette, des porte-à-porte, tout ce qui était ce qu'on appelle le cold marketing aujourd'hui. Même les appels téléphoniques à froid font aussi partie de ces pratiques-là qui, pour moi, n'ont plus lieu d'être, parce que l'idée, c'est de faire connaissance et d'avoir la notion de parcours d'acquisition. Ce parcours d'acquisition, il va être indispensable, c'est-à-dire qu'on va faire connaissance, on va apprendre à se connaître. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais, etc. pour développer son audience, puisque finalement, après, c'est tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui fait ça. Et du coup, on va rentrer en contact avec d'autres personnes. C'est là la notion de développement d'audience, pour répondre aux besoins précisément, pour maximiser ses chances. Je vais prendre mon exemple à moi, parce que je ne vous connais pas assez. Carole, j'essaierai de prendre le tien juste après. Moi, mes lives Facebook, qui se retrouvent donc en vidéo sur YouTube, prennent les problématiques réelles des entrepreneurs qui me contactent, soit par commentaire, soit par message privé, soit par mail. Et je développe toute la thématique tout au long de la semaine. Quand je vois qu'il y a un engouement important, je vais créer un atelier pour résoudre le problème. Ce qui fait que j'interviens en termes professoral, disons-le, pour faire comprendre les mécanismes, les solutions et comment ça se passe. Mais ce n'est pas parce qu'on en a compris le chemin et qu'on a compris ce qu'il fallait faire qu'on arrive à le mettre en application. Donc, l'idée, c'est de proposer des ateliers, et donc là, c'est la notion payante de mon métier, qui vont venir être là pour mettre en place, et quand on sort de l'atelier, tout est en place. C'est ce principe-là de répondre aux besoins précis pour maximiser ses chances. Et donc, si on est en lien continu avec une audience réelle, c'est pour ça que j'en ai encore parlé ce matin, il faut faire le tri dans son audience et ne garder que les clients potentiels. Je sais que c'est compliqué à faire, mais pourtant, vous en avez besoin. Vous avez besoin de gens qui sont juste intéressés, notamment pour pouvoir vous donner des idées sur de futurs produits, sur comment communiquer, quels sont leurs freins, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs envies, qui vont vous permettre de créer les messages, mais vous devez de garder une communauté de véritables clients potentiels pour maximiser votre communication. C'est le seul moyen d'être efficace. Être toujours au cœur des problématiques de vos potentiels clients, et pour qu'ils soient clients, c'est d'y répondre. Sur quel support miser? Le digital, bien sûr, on l'a vu. Les différents points à garder en tête, par contre. Vous êtes en situation difficile, que ce soit par rapport au Covid, lorsque j'ai créé cette présentation, mais également sur la toile, comme tu viens de le dire, Carole, puisque on est dans un lieu hyper concurrentiel, où il y a beaucoup de monde. Les gens vont venir pour vous, pas pour vos produits. C'est pour ça qu'il est indispensable d'avoir une véritable image de marque et de partager votre quotidien. Parce que vous êtes trop nombreux et les gens viendront pour vous. Donc, vous êtes aussi à garder en tête que votre situation, c'est celle de toutes les entreprises autour de vous. Donc, que ce soit vos concurrents ou non, on est tous dans cette recherche-là. Donc, vous êtes autant en difficulté que votre voisin. Ça veut dire que si vous le faites correctement,
de manière éthique et personnalisée en fonction de vous-même et de qui sont vos futurs clients, vous n'aurez qu'une seule manière unique de communiquer et de créer le lien avec eux. Ceux qui ne créent pas le lien iront chez le concurrent, mais ceux qui ne se connectent pas et qui ne créent pas le lien chez le concurrent viendront chez vous. C'est les vases communicants. Vos clients ne sont pas forcément en mesure d'acheter non plus. C'est pour ça que précédemment, dans la slide précédente, on a vu de patienter. Parce que, comme je le disais, je reprends la personne qui m'agresse dans la rue avec sa chaussette, ça va me faire peur, je vais fuir. Par contre, ce n'est pas parce que je cherche des chaussettes sur Internet que je vais acheter à la première boutique. Je vais aller regarder un petit peu ce qui existe, je vais comparer, je vais regarder un petit peu les produits, quelles matières sont utilisées. Si jamais j'ai une démarche écologique, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que je vais chercher les informations sur la chaîne de production, comment sont traités, qui sont les interlocuteurs, les fournisseurs, quels sont les matériaux utilisés, comment sont-ils transformés. Tout ça va faire partie des messages que vous allez partager parce que c'est les valeurs de votre entreprise qui vont être en rapport et en lien avec les valeurs de vos futurs clients. Dites-vous bien que ce que vous pensez, vos futurs clients pensent comme vous. Donc, si vous ne le partagez pas, ils ne sont pas au courant, donc ils n'adhèrent pas. C'est un peu résumé, mais c'est l'idée. Et l'adaptation et le lien seront nécessaires, c'est ce que je vous disais. Si vous répondez aux besoins de vos clients potentiels, il y a de grandes chances pour que ça marche beaucoup mieux que si vous essayez de lancer une idée comme ça qui vous vient en tête. Avoir toujours un rapport et une validation par votre communauté, dès lors qu'elle est pertinente, encore une fois, si on a une communauté d'acheteurs potentiels réels, qui ont une réelle intention d'acheter à un moment donné, même s'il est très lointain, ils seront beaucoup plus à même de vous répondre sur la pertinence de vos produits et services. Et donc, plus vous serez en lien avec elles, plus vous créez des produits et des services qui vont s'adapter à cette audience, mieux vous aurez la possibilité de vendre. C'est un moyen d'être efficace dans sa communication. Choisir vos objectifs stratégiquement, c'est le point de départ d'une bonne communication. Donc, comme on l'a vu avec les différents objectifs, cognitifs, affectifs ou conatifs, vous pouvez en choisir plusieurs, mais toujours aller le dérouler jusqu'au bout. Gardez le lien de l'objectif numéro 1, qui est de développer le lien, bien à garder en tête. Pour patienter et créer au bon moment, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'était une petite piqûre de rappel. Et pensez toujours au processus d'achat. Parce que celui-ci, il est toujours sur la prise de conscience, j'ai un besoin ou j'ai quelque chose, par le biais donc des médias, radio, presse, plaquettes, Google, Facebook, celui que vous voulez. Le bouche à oreille sera le meilleur vecteur. Vous avez aussi le référencement via Google et les ads. Vous avez également la considération, c'est la notion de crédibilité qu'on a pu voir par le biais des témoignages. Du blog, le contenu gratuit va rester quand même un élément très important. Les ressources que vous allez partager et bien évidemment la publicité pourra avoir du moins un effet booster sur ça. L'acquisition qui sera par le biais du site web, de votre boutique, il y a une petite faute, de la réservation, de vos services. Justement, quels sont les petits plus par rapport aux autres? Ça peut être le SAV, ça peut être les bases d'information, guides, mode d'emploi, tutos, tout ce que vous allez pouvoir créer pour animer va vous servir à cette partie-là. Avoir l'helpdesk, les chats, les réseaux sociaux, l'appli mobile, tout ce qui va être pour faciliter votre accès auprès de vos futurs clients et même dans l'entretien sur ce que vous avez. Vous vendez des produits, vous avez peut-être besoin d'une application, mettons, qui va aller dire, si vous êtes dans cette situation, on peut avoir quelque chose de conditionnel, comme les modèles bayésiens ou ce genre de choses, qui vont vous permettre, à partir de scénarios, de guider le client jusqu'à la résolution de sa problématique. Je pense à l'un des participants du jour, je pense que cet exemple pourrait lui parler. Et effectivement, la fidélisation grâce aux enquêtes, les up ou down sales, les blogs, les réseaux sociaux, l'email, rester en lien toujours avec les gens pour enfin fédérer, puisque c'est grâce à la fédération que vous gagnerez en partage, en engagement, en recommandation et qu'on met en route ce cercle vertueux de la recommandation. Le véritable parcours client en vrai, c'est la rencontre, être vu au bon endroit, au bon moment, auprès de la bonne audience. La crédibilité, on l'a vu, posture, image, contenu. Également la confiance, puisque c'est cette notion de confiance qui va pousser les gens à l'acte d'achat avec les preuves sociales, l'image, les présentations. Pour aller sur la collaboration, notamment dans les prestations de services. Personnellement, je ne me vois pas comme un prestataire, mais comme une collaboratrice et une co-créatrice, grâce à la présence, l'accompagnement, la disponibilité et la présentation. Et la fidélisation.
par le biais de l'upsell, du downsell, des programmes, récompenses, etc. Après, j'ai mis des exemples, on va dire, les plus concrets et faciles d'intégration parce qu'on les a déjà vus, mais vous n'avez de limite que votre imagination pour enfin fédérer, comme on l'a vu, auprès des influenceurs, égérie, partage, engagement, recommandation. C'est là qu'on se retrouve avec des clients ambassadeurs. Moi, c'est ce que j'ai depuis quelques années, qui me recommandent à tout va, ce qui fait que je n'ai plus à prospecter depuis déjà 6 ans. Les clients viennent à moi d'eux-mêmes et je vous souhaite d'avoir la même chose. Effectivement, on a différents supports digitaux à se rappeler, qui sont le site web, c'est votre vitrine digitale. Vous avez également les réseaux sociaux. Donc ça, ces réseaux, là, c'est pour la notion d'entretien, d'engagement des communautés, d'accord ? Avant, on allait sur le site web et on allait vous découvrir sur les réseaux sociaux pour faire connaissance avec vous. Aujourd'hui, en 2022, c'est l'inverse. On vous découvre par le biais des réseaux sociaux, donc en fait, c'est l'entrée du tunnel d'acquisition et ensuite, on va chercher à en savoir plus sur vous et sur vos produits par le biais du site web pour enfin, effectivement, passer sur, comme on a vu, les clients qui nous recommandent, enfin tout ce qui est cible relais par le biais des distributeurs, référenceurs, influenceurs, clients fans, etc., qui pourront effectivement vous aider. Mais ce sont 3 cibles totalement différentes auprès desquelles vous allez pouvoir communiquer efficacement. Donc, comment on les sélectionne? Tout support digital découle de la connaissance de votre audience, que ce soit pour le support de diffusion ou le contenu. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête par rapport aux objectifs, aux cibles et aux messages. C'est là qu'il y a un très, très gros travail à faire parce que sur un objectif qui est « je veux me faire connaître », mettons que ce soit un très très large comme ça, vous allez pouvoir avoir des clients sur les chaussettes, des clients sur les shorts, des clients pantalons, des clients vestes, des clients t-shirts, des clients chemises. Vous allez aussi avoir des prescripteurs, ceux qui vont pouvoir vous recommander. Comment ils vont pouvoir le faire? C'est aussi les cibles secondaires. C'est le chemisier, par exemple, pour la femme, pour son anniversaire. En fait, on va s'adresser à l'homme et pas à la femme. Donc, il y a comme ça des degrés de communication, c'est ce qu'on appelle la segmentation client, et qui sera la segmentation des cibles pour adapter le message en fonction de la cible que l'on souhaite toucher. Et bien évidemment, le message va être différent à chaque fois. Comment bien communiquer dans ce nouveau monde? C'est dans l'instantanéité, comme votre audience l'attend. S'approprier les codes de votre support, ça reste très important également, en fonction du ton. Soyez toujours vous-même, on l'a dit, exprimez-vous. Et je le pousse à son paroxysme, c'est-à-dire rédiger, même sur Internet, comme vous parlez, de manière à faire la différence et qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive entre ce que l'on lit et ce qu'on entend quand on vous rencontre. La notion de taille également. Si c'est les réseaux sociaux, c'est peut-être intéressant, mais dans ces cas-là, contrairement à ce que malheureusement beaucoup d'autres personnes de ma profession, notamment conseillent ou font, c'est des posts à rallonge qui font 3 km de long, alors que, notamment sur Facebook, la navigation, c'est le scrolling, et en fait, on met un quart de seconde à se dire si on va s'arrêter sur la publication ou pas. Dès lors qu'on en a une qui fait la taille de l'écran, en général, on passe à autre chose plutôt que de la lire. Donc, les grosses lectures ne sont pas adaptées aux réseaux sociaux. On va plutôt en faire un résumé et faire un lien externe. Ce sera beaucoup plus parlant. Et enfin, la régularité, bien évidemment. C'est comme un ami dont on ne prendrait pas de nouvelles trop régulièrement. L'amitié finit par s'étioler, voire par disparaître parce qu'on ne prend pas le temps de prendre de nouvelles. C'est exactement la même chose avec vos futurs clients. Si vous n'avez pas de piqûre de rappel et donc aussi l'intérêt d'avoir différents supports pour les toucher, eh bien, vous risquez d'être complètement oublié. L'idée, c'est de rester dans l'esprit de vos futurs clients pour créer la relation. Et la relation, elle se fait en ayant des échanges avec eux sur le long terme et de manière régulière. Sinon, il n'y a pas d'amitié, comme dans la vie. Et le principe, comme on l'a vu, l'animation avec des idées originales. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément d'être original en fonction de sortir des idées farfelues, etc. Original, c'est-à-dire vis-à-vis de vous-même, de qui vous êtes, de ce qui est en accord avec vos valeurs, avec votre mission, avec ce que vous avez envie de leur partager. Ne forcez jamais votre communication. Une communication forcée ou non maîtrisée sera une mauvaise communication et risque de vous faire plus de mal qu'autre chose. Des messages forts, bien évidemment, mais ce n'est pas fort en termes social, c'est fort vis-à-vis de vos victoires, vis-à-vis de vos clients satisfaits, vis-à-vis de la fierté que vous avez de vos produits.
Le message fort, ce n'est pas uniquement les revendications, on n'en est pas là. Un message fort, c'est celui qui est percutant, à la fois vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis de celui qui le lit, enfin, qui le reçoit du moins. Et des supports attendus. Ne cherchez pas à faire quelque chose de complètement innovant. Les gens vous attendent sur certaines prestations. Je pense notamment, je sais pas, toutes les professions paramédicales, les reiki, le massage, les kinés, ça peut même aller plus loin, les coachs alimentaires ou non, les coachs de vie. Je prends ces exemples-là dans l'accompagnement de l'humain. Les gens vont pouvoir vous voir, par exemple, dans la salle d'attente de leur médecin traitant, parce qu'ils attendent, et pendant l'attente, on lit les prospectus, et on est ouvert à ce moment-là, puisqu'on est dans une salle de soins pour essayer de prendre soin de son corps, ou parce qu'on a un mal, qu'il soit physique, moral ou psychique, c'est là qu'on va être ouvert à d'autres opportunités, d'autres idées, d'autres professionnels. Donc, soyez là où vos supports seront attendus, à la fois en termes de support lui-même, mais également en termes de lieu. Et enfin, restez en contact avec eux, c'est ce qu'on a tout le temps dit, du mieux que vous pouvez, répondre le plus vite possible, puisqu'on est dans le monde de l'instantanéité, merci les réseaux, et questionnez-les, posez-leur des questions, restez connectés avec eux, et on personnalise un maximum. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la communication est indispensable à votre survie, qu'effectivement, le lien sera la seule problématique à laquelle vous allez devoir vous attacher le plus possible. Restez toujours à l'aise avec ce que vous faites et en accord avec les attentes de votre audience. Et votre objectif pour la prochaine fois, parce que chez moi, ce n'est pas juste un discours, on travaille aussi. Que pourriez-vous changer dans votre com? Listez-les, identifiez les besoins actuels de votre audience et créez le message qui saura accompagner, convaincre ceux qui ont besoin de vous. Plus on s'aide de sa communauté, plus c'est facile et plus ça marche et se nourrit. Merci. Voilà. Merci Claire. Alors, je vais passer sur la notion de rebond, qui est quand même quelque chose d'important et qui m'est venu tout de suite quand on a parlé, Carole. Il est important de mesurer ces actions de communication et c'est un travail que personne ne fait. Analyser ces actions. Quel est le retour? Donc, c'est la notion de fixer les objectifs au départ, d'accord? Si je veux augmenter les membres de mon groupe Facebook, je vais déjà essayer d'avoir un objectif, on va dire, atteignable. On va dire de 5 personnes par semaine, ça me paraît à peu près correct, quel que soit le domaine d'activité. Parlons de fans sur une page, 5 fans par semaine. Si cette notion n'est pas acquise, si on n'arrive pas à atteindre ces 5 fans de plus par semaine et qu'on va avoir travaillé sur le curseur, on va tester, on va dire, allez, 2, je baisse un petit peu mon objectif, je me mets 2. Si 2 par semaine, ce n'est pas atteint, c'est probablement qu'il y a un problème. Donc, il faut changer le message, on va changer effectivement le visuel. Et si le changement de message et de visuel ne marche pas non plus, c'est qu'il y a de grandes chances pour que ce soit pas le bon endroit pour rencontrer vos futurs clients. Je vois beaucoup de gens qui s'épuisent, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à cause de ça. On essaye, on veut animer, on veut un groupe, on veut, et en fait, on s'épuise à essayer de construire une communauté qui n'est pas du tout réceptive, tout simplement parce que ce n'est pas là où ils vous attendent, ce n'est pas là où c'est pertinent pour eux. Je reprends notamment Facebook, où là, j'ai quand même, puisque c'est mon lieu d'acquisition client à moi depuis 10 ans, donc je vais quand même pas me tirer une balle dans le pied en disant que c'est mal, mais pour le coup, notamment sur les métiers de l'accompagnement, c'est extrêmement difficile. Les gens sont sur Facebook pour le divertissement, pour en apprendre un peu plus, pour trouver des liens avec des gens qu'ils ne connaissent pas, un peu comme la sororité qu'on a pu trouver sur nos différents réseaux, parce qu'on est paillettes aussi aujourd'hui. On cherche surtout à se regrouper entre nous pour répondre de manière collégiale à une problématique. Pour votre entreprise, c'est la même chose. Et il y a de grandes chances pour que Facebook, si elle ne rentre pas dans cette dynamique-là de regroupement, vous n'en tiriez jamais de bénéfices. Et vous allez vous épuiser à communiquer sur un support où vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Ce n'est pas que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes, c'est que vous ne les rencontrez pas dans le cadre où ils acceptent d'être touchés par vous. Je prends notamment un exemple sur une cliente qui était psychologue, page Facebook, etc. Finalement, 80% de ses fans, c'était ses concurrentes qui étaient là pour faire de la veille concurrentielle, donc pas du tout au bon endroit.
Et puis, surtout, elle avait peu de clients par le biais de cette page-là. Je dis, mais pourquoi tu t'épuises à faire une page Facebook? Parce qu'il faut être sur Facebook. Et regarde, j'ai quand même eu 3 clientes cette année. Je dis, oui, mais 3 clientes, c'est trop peu. Pourquoi tu restes sur Facebook? Tu te fatigues à faire beaucoup de choses. Mais parce qu'il faut être sur Facebook aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il faut choisir ses batailles de la manière les plus efficaces. Et tout ce qui concerne l'accompagnement de l'humain, et notamment tout ce qui est problèmes médicaux, psychologiques, on ne veut pas les voir parce que Facebook, c'est la communauté du lien familial et du divertissement. On ne veut pas avoir ces problèmes en face. Ce n'est pas le lieu où on a envie de partager ses problèmes, ce n'est pas le lieu où on a envie de trouver des solutions, ce n'est pas là où on cherche les solutions non plus. Et même avec le biais des ads, qui pourrait dire que vous touchez effectivement votre audience, comme elle n'est pas en attente de solutions sur ce réseau qu'est Facebook, eh bien, vous allez au contraire vous faire mal voir plutôt que de vous faire voir. Parce que les gens ne veulent pas vous voir à cet endroit-là, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur remette leurs problèmes en pleine face, sur un lieu de divertissement et un lieu familial où on échange les photos de ses enfants. C'est très schématique, mais c'est le principe. Donc, comment on fait là encore? Quand on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon réseau, eh bien, on va aller faire, et ça, c'est encore une fois une petite épine dans les pieds des entrepreneurs, souvent, c'est qu'on ne va pas assez à la rencontre de son audience potentielle pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, où ils sont réellement et qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Et donc, dans le rebond, on va réajuster, encore une fois, le message. On va le changer un petit peu quand ça ne marche pas. Si le message ne marche pas, on va changer aussi le visuel, parce que peut-être c'est une notion de visuel. J'ai beaucoup d'entrepreneurs. Moi, ma clientèle est composée de 10% de créateurs d'entreprises qui ne sont pas encore lancés. J'ai 90% de gens qui se sont essoufflés pendant 3, 4, 5 ans dans l'entrepreneuriat, essayer de communiquer par eux-mêmes et qui finalement se rendent bien compte que tout seul, ça ne marche pas. Donc, ils font appel à une professionnelle qui va pouvoir leur créer la communication qui va être professionnelle. Parce qu'il y a cette dimension de professionnel qu'il faut absolument remettre au cœur des métiers. Parce que si vous communiquez en mode do it yourself, comme on dit aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que vous communiquiez mal et que votre image en pâtisse. Et encore une fois, comme je le dis souvent, mal communiquer peut tuer votre entreprise. Ne pas communiquer ne la développe pas, mais ne lui fait pas de mal. Et c'est très difficile de se remettre d'un bad buzz. Et les bad buzz, on en croise malheureusement tous les jours, notamment quand on n'est pas à l'aise avec ces supports-là. Donc l'idée, c'est de réajuster le message, le visuel, l'audience éventuellement, avec les curseurs, ça peut être avec de l'ADS, etc. Mais si ça ne fonctionne pas, et moi je vous dirais sur une période de 6 mois, parce qu'il faut aussi laisser le temps à ces actions de faire effet, alors c'est que vous n'êtes pas à la bonne place et que là, il faut revoir les choses, il faut revoir la copie et il faut sélectionner d'autres supports de communication. C'est la notion de rebond. Parce que dans une stratégie de communication, le principe, c'est toujours objectif, cible, message. Et en fonction de ces 3 piliers, on va sélectionner. Et dans le travail de communicant, parce que moi, mon background, c'est vraiment en mode agence au départ. Quand on est en agence, on travaille donc sur le plan de communication. On fait ce qui s'appelle la sélection et la non-sélection média. Et cette non-sélection média, elle va être encore plus argumentée que la sélection. Parce que l'idée, c'est de pouvoir y revenir et de se dire pourquoi est-ce que je l'ai rejeté? Quel était le pourquoi? Parce que ce pourquoi-là, il peut changer. Et une idée qui est rejetée à l'instant T, elle ne sera pas forcément demain. Parce que les choses évoluent, parce que les gens évoluent. Et il faut pouvoir réajuster les choses. Donc, on peut réajuster sur l'instant, comme je l'ai dit, en modifiant le message visuel ou effectivement en changeant de support. Et puis peut-être carrément changer le support directement. Mais on a ces ajustements-là pour rebondir sur les différentes communications qui pourraient faire un flop. C'était ça, ma notion de rebond. Merci, Claire. Alors, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous a présenté Claire? J'ai pris des notes et j'ai même, pendant ce temps, fait un petit post sur Facebook et mis en LinkedIn et mis en action. Voilà. Et parce que je trouve que c'est ça, quand on prend des choses, on prend des notes et on met en action. Et parce que si on apprend et qu'on ne met pas en action, on se trompe. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que tu regarderas ce que j'ai appris, Claire. Et j'ai pris des notes. Donc, voilà. J'ai fait des notes. Voilà. Tant mieux si ça sert. Comme je le dis, si ça sert à une personne, c'est que mon intervention a été justifiée. Voilà, après, je pense qu'on pourra se parler, mais là, je te dis concrètement, voilà, tu regarderas, j'ai fait 2 choses. Ouais, avec plaisir. Et Claire, tu es basée où, toi?
Moi, je suis à Lyon, mais je suis 100% digitalisée depuis 2010, en fait. J'ai des clients en Australie, aux États-Unis, donc j'ai même le jet lag. Et oui, non, je suis archi nulle en géographie depuis une dizaine d'années parce que comme mes clients sont partout, malgré tout, même en France, je n'ai plus aucune notion géographique finalement avec le digital. Mais sinon, je suis à Lyon. Ok. Pour répondre à la question quand même. Et j'ai mis Claire en copie de mail dans l'invitation. Donc, vous avez son adresse mail, hein. Et je vous la redonnerai, je vous redonnerai ses coordonnées. Concernant le changement de visuel, en effet, moi, je l'ai constaté parce que en mode do it, j'avais mis les couleurs de mon logo sur mes visuels. Et puis, bien sûr, n'ayant pas la mesure de la taille, de la couleur de mon logo à mettre dans mes visuels, bah, c'était un peu lourd. Mais même moi, je trouvais que c'était un peu lourd visuellement, mais je n'arrivais pas à trouver. Puis un jour, j'ai tout changé et je suis passée en mode très simple. Et depuis, ça marche beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Alors, tiens, justement, tu m'y fais penser. Bon, encore une fois, hein, c'est juste sur les inspirations qui nous viennent à ce moment-là. Ne cross-postez pas, par pitié. Ne cross-postez pas. Ah oui, de transférer, c'est ça, un C'est ça. cross-post. Hein. Alors, il y a une grande pratique contre laquelle je me bats, c'est le fameux cross-canal. Le principe de communication de cette méthode, c'est de se dire qu'on fait un article de blog, on en fait un podcast, on en fait une vidéo, on en fait un mail, on en fait un post sur les réseaux sociaux et on partage exactement la même chose de partout. C'est complètement chronophage et complètement inefficace parce que bien souvent, surtout sur les réseaux sociaux, vous l'aurez compris, on est certes en entrée d'acquisition, mais malgré tout, les gens, quand ils sont contents, ils restent. Et comme ils nous ont découvert à un endroit et qu'ils sont allés sur le site internet, ils ont découvert qu'on était sur d'autres réseaux. Donc en général, quand ils sont fans ou qu'ils apprécient notre travail ou notre métier, ils vont nous suivre de partout. Alors certes, il y a une notion d'algorithme qui fait qu'on n'est pas vu tout le temps, mais si vous publiez la même chose partout, et moi je le vis, hein, d'ailleurs je me suis désabonnée à un certain nombre de newsletters à cause de ça, parce qu'ils partageaient un post, ils rajoutaient le même sur Instagram, et ils me renvoyaient encore le même par email. Mais je m'en fous, moi. Je l'ai vu sur Facebook, je n'ai pas besoin de le voir ailleurs. Enfin, après, je vous parle comme je suis. Je prône ce que j'enseigne, c'est soyez vous-même. Mais l'idée, c'est qu'on est dans le multicanal. Le multicanal, c'est le fait de suivre son audience là où elle est. Je vais me reprendre moi en exemple parce que j'arrive quand même plus facilement à dérouler un scénario avec ma problématique à moi qu'avec ceux que je ne connais pas, ou je pourrais te prendre toi, Carole, sur ton yoga du rire, quoique je ne sais pas si aujourd'hui tu fais encore beaucoup cette pratique-là. Si, mais justement, moi, je suis en pleine réflexion sur plein de choses. Donc, mais oui, je la fais toujours. Voilà, le yoga du rire, tu pourrais très bien proposer et communiquer là-dessus sur Facebook pour démarrer de bon matin et se mettre en forme pour la journée parce que tu sais que ton audience, à 7h du mat, elle check son Facebook et ses notifications, donc elle a de fortes chances de te voir à ce moment-là. Et puis, tu as le yoga du rire pour mieux s'endormir le soir, où là, les gens, ils sont plutôt sur leur email, où ils vont se garder leur temps de pause à 8h pour checker leurs emails et ils seront beaucoup plus présents le soir. Et donc, du coup, non seulement tu n'as pas parlé de la même chose, ça reste le yoga du rire, mais tu as une séance le matin, une séance le soir, qui va être selon leur journée type. Et on ne va pas retrouver la même information aux deux endroits. Alors, pour la création, pour la promotion des produits, c'est un petit peu différent, parce que oui, il y a la notion de visibilité quand même qui va rentrer en ligne de compte, mais l'idée, c'est que si tu partages un point de vue sur, je ne sais pas moi, les bienfaits du yoga du rire sur votre digestion. C'est une connerie, hein, mais un truc un peu qui sort de l'ordinaire, tu vas peut-être faire des posts sur savez-vous que le rire influence votre digestion ? Tu vas peut-être écrire un mail en disant découvrez mon article sur le sujet, le lien entre le yoga du rire et vos intestins, et ton article de blog, c'est sur ce thème-là. Mais finalement, mon mail est différent de mon article qui est différent de mon post Facebook. Parce que les gens qui vont te suivre de partout,
elles vont avoir l'indication. Et après, c'est leur libre arbitre, bien sûr, d'aller lire l'article ou pas. Mais dans les deux cas, tu as suscité leur intérêt sur des points de vue différents et sur des idées différentes. Moi, quand j'écris un article sur WordPress, il me dit partager sur Facebook. Donc, je partage sur Facebook. D'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut que je fasse différemment sur Facebook. C'est ça. Il faut que ce soit différent parce que, encore une fois, sur Facebook, tu es dans l'animation d'une communauté. Oui. L'animation d'une communauté, ce n'est pas la promotion purement et simplement d'un article. Je reviens sur mon exemple de la personne me saute dessus pour me dire « J'ai l'impression que tu fais du 39, j'ai une paire de chaussettes pour 39, je pense qu'il devrait aller, regarde comme elle est belle ma chaussette. » Alors, il y a des groupes Facebook qui te permettent de le faire, où tu vas pouvoir dire « Tenez, j'ai trouvé intéressant, et beaucoup de monde me parle de ça. » On va enrober. Tu vas pas juste poster le lien de ton article et rien mettre dessus. Tu vas communiquer autour. Et là, le principe, justement, pour avoir davantage de visibilité de ton article, ça va être de parler, pourquoi pas, de la thématique sur 2-3 posts, sur des idées complètement différentes, mais qui vont amener au même résultat, c'est-à-dire la lecture de ton article. D'accord, je comprends, oui. Parce que, alors je reprends souvent, c'est pour ça que la notion de persona, chez moi, j'ai créé tout un sujet sur le persona, c'est bullshit. Ça ne sert à rien parce que… Combien que ça me gonfle. Je te prends l'exemple d'Excel, d'accord? Imaginons une entreprise qui vend un logiciel de tabulation, enfin tableur d'Excel, d'accord? Excel, il va permettre à l'entrepreneur d'organiser ses factures, peut-être de les éditer d'ailleurs. Il va permettre à la maman de créer les menus. Il va permettre au papa de gérer la garde avec ses enfants et puis savoir quand est-ce qu'il peut partir en vacances. L'outil va être aussi utile à une charte éditoriale par rapport à comment on peut mettre les choses en place, les relier et automatiser, pourquoi pas le système. Il y a plein de scénarios différents, mais moi, si je te parle d'organisation de recettes alors que toi, tu veux juste organiser tes factures, ce dont je te parle, c'est pas intéressant, c'est pas cohérent, tu n'en as rien à faire. Toi, tu veux savoir comment on organise les factures avec Excel. Donc, forcément, j'ai plein de cibles différentes pour un même produit. Donc, il faut que je puisse m'adresser à chacune de ces cibles de manière différente et surtout distincte. L'adage, quand on veut parler à tout le monde, on s'adresse à personne, est valable dans n'importe quelle situation. Et je te dirais même qu'à l'intérieur même d'une utilisation, tu vas avoir des messages différents et des réceptions, plutôt des interprétations différentes auprès du lecteur. Pour celui qui veut organiser sa facturation, il y en a un qui sera peut-être plus intéressé par la notion de publipostage. Tu en as un autre qui sera plus intéressé sur le design de la facture, comment on fait pour ne pas avoir plein de cases qui se voient. Enfin, j'essaye de prendre un thème un peu générique qui peut s'adresser que tout le monde puisse comprendre, en tout cas, que ce soit vous, messieurs, pendant le direct, et puis tous ceux qui verront l'atelier en replay. On va avoir plein de solutions, plein de spécificités, et on doit pouvoir les aborder de manière spécifique à chacun. L'hyper-personnalisation, c'est un article que j'ai rédigé en 2017, mais qui est toujours vrai et qui sera de plus en plus vrai. Plus on va être spécifique, plus on va être précis sur une situation précise, plus ce sera efficace et plus ça apportera de résultats. Et donc, si on s'est trompé, et on n'a pas forcément le bon message, c'est là où notamment on peut avoir un flop, et c'est ce que je disais sur le rebond de la communication, peut-être qu'un message ne va pas être bon, donc on va le modifier. On va peut-être, je reprends sur le yoga du rire et les intestins, peut-être que le côté intestinal, c'est un peu trop bourru pour être accepté. Alors, on va peut-être parler de digestion, tu vois, on va changer l'orientation du message, le point de vue. Comment le rire peut-être juste parler de bien-être, je ne sais pas comment, digestif, mais de bien-être de soi. La flore intestinale. Voilà. Tu vois, et on va tourner le discours de manière différente et on va tester comme ça plusieurs types de messages pour voir lequel réagit le mieux. Et encore une fois, il y a aussi souvent la notion du lieu. L'histoire de la digestion, des intestins, c'est très personnel. Donc, le personnel, ce n'est pas public sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est quelque chose qui va pouvoir se partager beaucoup plus facilement et en tout cas attirer l'intérêt des gens par email, par exemple. Parce que la boîte mail, c'est ultra personnel.
C'est son jardin secret, parce que même le mari, souvent, il n'a pas le droit de la regarder, la boîte mail. Ou la femme, peu importe. Ça devient notre endroit secret. Donc là, on est capable de partager et donc de lire des contenus qui vont nous toucher personnellement. D'accord, ok. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce que vient de nous partager Claire? Voilà, pour revenir sur la thématique du Ouais, rebond. c'est j'espère que- l'axe du regard. On dit quelque chose et la façon dont on va le regarder, en fin de compte, c'est-à-dire on se met à la place de celui qui va lire et donc on va reformuler, on va peut-être réutiliser 80% de ce qu'on a écrit, mais on va le formuler autrement pour que l'axe du regard, c'est ce que je retiens de ce que tu dis là. Donc en gros, c'est ça qu'il faut faire. En fait, du coup, tu vas prendre la problématique de ton client et tu vas lui répondre simplement à sa problématique. Mais sa problématique, elle est par rapport à sa situation. Oui. Donc, tu vas prendre sa situation et sa problématique pour répondre. Ouais. Et c'est là qu'on a une communication qui va être efficace. L'efficacité, elle n'est pas sur la communication institutionnelle, les grosses vitrines, les gros affichages. Ça marche pour la notoriété et donc l'ancrage de l'existence de l'entreprise dans le cerveau de tout le monde. Mais après, pour amener les gens à acheter le produit, son produit, ça va être dans le lien qu'on va créer avec elle et dans les réponses qu'on va apporter. Bon, après, moi, j'ai carrément un atelier sur la constitution des messages qui ne parle pas du tout de messages, mais qui parle de l'audience, où on a des tableaux sur les freins, les objections, les intérêts, les axes, justement. Et donc, l'idée, c'est de lever les freins et d'appuyer sur les points positifs, sur les attentes des consommateurs. Et en fonction de ce qu'on a trouvé, les messages vont être un petit peu différents. Et on va jouer avec ces curseurs-là pour savoir quel est le meilleur. Et de la même manière, il n'y a pas de schéma type. On ne peut pas se dire que, ah bah tiens, il faut que je lève les freins pour appuyer sur les opportunités, admettons. Donc, je donne les avantages de mon produit et quelle solution il va résoudre. Ce n'est pas parce que cette stratégie-là va marcher pour telle chose qu'elle marchera demain sur l'autre chose. Il faut à chaque fois refaire l'analyse initiale, repartir du début pour créer le bon message. C'est pour ça aussi que la communication, c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler quotidiennement. Et d'être en lien avec son audience, c'est toujours beaucoup plus facile parce qu'on les a de manière un petit peu innée. Quelque part, ça passe dans l'inconscient et on sait tout de suite ce qui ne va pas, ce qu'on peut résoudre, comment on peut le faire. Mais ça marche beaucoup mieux quand on est tout le temps en lien avec les gens. Je vois par exemple mon post quotidien pour souhaiter une très belle journée, une nouvelle journée à tout le monde. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je le fais. Et je constate que c'est un bienfait parce que même si j'ai rien à dire ou même si je ne suis pas disponible pour faire de la communication, lui, il garde le lien. Tout à fait. Et le lien, il n'est pas uniquement dans l'échange, il est même tout simplement, et surtout sur les réseaux sociaux, visuel. Ouais. C'est juste qu'on te voit, donc on retravaille l'ancrage et on pense à Carole. Ah bah tiens, Carole m'a souhaité une bonne journée. Ah tiens, j'ai un peu le moral dans les chaussettes, qu'est-ce que je pourrais faire? Paf, on pense à Carole. Là, on est typiquement dans ma passion qui est le neuromarketing, donc c'est un peu des neurosciences et j'adore les biais cognitifs en plus, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne et sur lesquels je joue, mais je joue de manière éthique et consciente. Comme je parle de l'ancrage, les gens n'en ont pas forcément conscience, mais c'est la répétition qui va faire que les gens vont penser à vous par rapport à leurs problématiques. Et l'idée, ce n'est pas de leur envoyer 3 millions de mails, parce que finalement, ce n'est pas dans la répétition de la même action que ça va s'ancrer. C'est au contraire dans la diversification des actions au moment de la journée. C'est pour ça que la fameuse Customer Journey, elle est super importante. Comme je l'ai pris en exemple pour toi, tu vas proposer peut-être le yoga du rire ou le bonjour le matin. Tu vas peut-être poster 3 conseils pour s'endormir ce soir. Et en fait, tu vois, le matin, c'est le bonjour. Le soir, c'est pour la nuit. Tu as des choses différentes, mais qui vont accompagner la journée de ton audience. Ce qui fait qu'on te garde en tête et on te voit souvent. Et puis, après, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un post Facebook de base, on a 0,2% de la communauté qui nous voit. Mais dès que tu as un like, eh ben, hop, ça ouvre un petit peu. C'est un peu comme les cheminements du cerveau, encore une fois, avec les synapses.
des neurones, ou parce que l'influx électrique arrive sur un neurone, pouf, ça se projette dans les synapses qui vont se connecter à un autre et se connecter à un autre. Les algorithmes, en fait, ils fonctionnent comme ça. Plus tu as de réactions, et c'est sur tous les réseaux, hein, c'est les mêmes. Alors, les curseurs ne sont pas tout à fait les mêmes, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais dans le principe, c'est la même chose. Et donc, si quelqu'un va liker, hop, tu vas avoir un peu plus de visibilité chez les contacts de cette personne, mais dans tes propres contacts aussi, parce que ça a allumé un petit peu. Et puis, il y a quelqu'un qui commente, donc ça va augmenter un petit peu, ça va diffuser, si tu veux. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on travaille l'engagement. Ça, je l'ai constaté parce que sur Facebook, par exemple, en ce moment, j'ai souvent des personnes qui me demandent en contact et quand je leur demande pourquoi, on me répond parce que je vous ai vu. Et en effet, il s'avère qu'on a des amis, des contacts communs, etc. Et donc, ça doit être ce système-là qui doit faire qu'à un moment donné, j'apparais sur leur écran. C'est incroyable. Est-ce que vous allez… On ne va pas tarder à clôturer du coup. Est-ce que vous avez encore des questions pour Claire ou est-ce que ça va, Nicolas? Non, rien de particulier. C'est des choses enfin, je trouve ça intéressant. Ça m'évoque des choses plus ou moins maîtrisées. Moi, je travaille souvent en amont avec les projets que j'accompagne. On est vraiment plus sur de la stratégie qu'on va décliner sur une stratégie de com. Par contre, effectivement, après, je les encourage à se faire accompagner. Et justement, quand on est avec des personnes qui sont en train de créer leur entreprise, du coup, la connaissance, quand tu parlais de customer journey, de connaissance client, là, c'est un peu compliqué au départ de palper parce qu'on n'a pas encore cette clientèle finalement. Tu l'as pas, mais dans un montage de… pardon, dans un montage je savais pas qui était projet, destiné la question. Tu connais déjà les clients que tu souhaites, puisque tu les ciblés. Normalement, quand tu as créé, malheureusement, c'est pas tout le temps le cas, hélas. Mais justement, moi, je travaille beaucoup là-dessus. C'est à quel besoin tu réponds. Ça sert à rien de créer une boîte parce que tu penses avoir le meilleur produit du monde. À quel besoin tu réponds. Et de là va découler effectivement les cibles auxquelles tu vas t'adresser et ensuite la façon de les adresser. Aujourd'hui, il n'y a que Apple qui sait créer le besoin. Ce qui fait que tout le monde se jette sur le dernier téléphone. Sinon, le reste du monde ne sait plus créer le besoin. On a déjà tout. Oui, c'est vrai. Donc, le seul moyen aujourd'hui d'être rentable pour une entreprise qui se lance, c'est de répondre aux besoins existants et identifier des gens. Et de manière plus ciblée communication. Ta communication, si elle résout effectivement un problème, une problématique, un besoin, elle sera toujours beaucoup plus efficace qu'une idée qui part comme ça. Ça me fait penser, entre 2016 et 2018, l'engouement sur Facebook et sur Instagram, c'était de partager des citations. Attends, moi je suis la reine de la citation. Ça y allait, beaucoup. Et puis du coup, au bout d'un moment, ça c'est l'effet cyclique de la société, émanent les mêmes idées en même temps. Et donc du coup, tu avais plein de coachs, notamment les coachs personnels, qui publiaient la même citation le même jour ou dans la même semaine. Donc tu avais l'impression qu'ils se copiaient tous. Et en fait, comme d'habitude, on dit, à force de ressembler à tout le monde, on ressemble à personne. Et il n'y a plus personne qui se distingue. C'est pour ça d'ailleurs que quand moi, les gens se sont mis à faire des calendriers et de parler des journées nationales ou mondiales j'ai arrêté de le faire. Parce que quand trop de monde le fait, tu n'as plus aucune différenciation. Et les sources de différenciation, ça fait partie vraiment des choses. Et donc, communiquer de manière différenciante et différente, c'est pour ça que je dis que le branding a un impact énorme. Les gens viennent pour qui tu es et pas pour ce que tu as. Donc, si tu ne te montres pas tel que tu es réellement, déjà, tu n'instaures pas la confiance puisque les gens te voient de manière digitale, en mode vitrine, d'accord? Ils disent « Waouh, Carole, elle est géniale !» Et puis finalement, au rendez-vous ou à l'appel, bonjour, je sais que tu n'es pas comme ça, mais où on a quelqu'un qui est limite dépressif au téléphone, encore une fois, neurosciences, neuromarketing, ça fait de la dissonance cognitive et on a un trop gros décalage entre ce qu'on a vu publiquement et ce qu'on voit finalement de manière un peu plus intimiste quand on est en relation avec la personne.
au final, ça ne marche pas. Et donc, une des plus grosses difficultés, justement, dans le recrutement auprès des plus grosses entreprises, parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup plus d'entrepreneurs. Par contre, tous mes postes, ils ont été parce que pendant 10 ans, j'ai été en poste, c'était que des grosses entreprises. J'étais chargée de com interne à la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, j'étais chargée de com à Bayer Crop Science, les derniers postes, c'était responsable communication d'un pôle de compétitivité en microélectronique, et après, j'ai été récupérée par l'association de microélectronique de la région, qui m'ont débauché du pôle de compétitivité. Mais j'avais des centaines d'interlocuteurs spécifiques. Et là, tu te rends vraiment compte que non, tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde et que chacun a sa force, a sa diversité et qu'il faut absolument l'exploiter et aller sur ces analyses en amont et ce en aval également sur est-ce que ça a marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Toujours analyser, c'est le meilleur moyen de s'améliorer. Et là où je voulais en venir, c'est que pour les grosses structures, et ça je trouve qu'elles ne l'ont même pas encore compris, c'est que les grosses structures, même si c'est le patron qui a eu l'idée et donc l'identité de marque va naître du patron avant qu'il y ait les salariés, il faut impérativement, surtout auprès des corps commerciaux, recruter des gens qui sont en adéquation avec ses missions et ses valeurs. Parce que sinon, la fameuse dissonance cognitive dont je parle, elle va se créer aussi pour les grosses entreprises. Alors qu'on dit que normalement, c'est de la com institutionnelle, c'est gros, machin. Oui, mais ça n'en reste pas moins que si ton commercial, il n'est pas dans les mêmes valeurs que toi, et je prends souvent l'analogie du CV, tu sais, tu envoies ton CV très propre, très carré et tout, puis quand tu reçois un entretien, il est en jean, basket, la casquette et le chewing-gum dans la bouche, là, on se dit non, je ne veux pas le recruter. Je caricature, mais en fait, ça a le même effet, et c'est exactement le même effet en clientèle, et je trouve que les plus grosses structures ont ce problème-là aussi. Il faut qu'ils choisissent leurs collaborateurs, non seulement en termes de compétences, mais aussi en termes d'image, parce que c'est eux qui sont en contact avec la clientèle et que c'est ces personnes-là qui vont créer la non-confiance auprès des clients parce qu'ils ne vont pas refléter véritablement ce que l'entreprise montre au quotidien. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'enchaîne sur une réunion d'ici moins d'une demi-heure. De toute façon, on va clore. Merci de votre présence. En tout cas, merci, à bientôt. Au plaisir de continuer les échanges. Namasté. Au revoir, merci. Au revoir. Et puis, je vous redonnerai les coordonnées de Claire. D'accord, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.